Bonjour tout le monde. Bonjour Rosine. Bonjour. Nous avons eu le plaisir d'avoir vu votre film hier soir, après la séance d'ouverture. La salle était, je dois vous le dire, était pleine. Le public était ravi. Je crois que le film a beaucoup plu. En tout cas, merci d'être là avec nous ce matin pour la première séance des rencontres du matin, pour discuter avec nous, répondre éventuellement à nos questions. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous vous présentiez, c'est important, qu'on vous connaisse mieux. Je pense que c'est important, en tout cas, de mon point de vue, le fait de savoir que vous avez deux, on va dire, qualités importantes, pas souvent réunies chez les cinéastes, c'est que vous venez d'un milieu populaire, enfin un peu comme je suppose celui que nous avons vu hier, et en même temps vous avez fait aussi des études de cinéma en Belgique, à l'INSAS. Hein. Alors, et puis entre-temps, évidemment, vous avez fait aussi beaucoup d'autres choses. Vous avez fait des ateliers, notamment avec cette association italienne qui organise un festival à Milan. Et puis vous avez travaillé aussi à la télévision. Donc voilà, moi j'aimerais bien que vous vous présentiez, dire ce que vous pensez être important pour nous faciliter l'échange par rapport à votre parcours avant de commencer de parler du film. Je suis Rosine Bakam, je suis née au Cameroun, où j'ai grandi. Et voilà comment j'arrive au cinéma. J'arrive au cinéma un peu tard parce que euh, je vois des films, mais je n'imagine pas que je vais en faire un métier. Je vois des films, et ce que ces films et ces histoires suscitent en moi, c'est une envie de me plonger dans mon imaginaire, d'imaginer des histoires, des histoires en relation avec des gens que je vois au quotidien, c'est-à-dire ma famille, mes tantes, mes sœurs. Mais pour moi, je ne mets pas ça, je ne mets pas ce que j'imagine en lien avec le ciné, raconter des histoires au cinéma ou autre chose. Mais ce que j'ai une envie de communiquer parce que à la base, je parle pas beaucoup, donc j'ai une envie de faire quelque chose qui va me pousser à communiquer. À l'époque, je parlais de la communication, mais sans toutefois vouloir faire du journalisme ou quelque chose de ce genre-là. Et quand j'ai eu mon baccalauréat, euh, et il y avait ce centre-là dirigé par le COE. Il y avait un centre de santé dans mon quartier dirigé par le COE et on y allait tous les soirs étudier parce que pour ceux qui n'avaient pas d'espace d'études chez eux, on allait tous les soirs dans ce lieu qu'avaient construit ces Italiens dans mon quartier, un lieu culturel où on pouvait tous les soirs aller étudier. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai posé la question à un des intervenants de ce centre. Je lui ai dit, ah, je veux faire mon bac. J'avais pas envie d'aller à l'université à l'époque parce que il y avait des grèves au Cameroun et les enseignants n'allaient plus enseigner. Je savais que si j'allais à l'université, c'était une perte de temps. Je lui ai dit, j'ai envie de faire de la communication, quelque chose de pratique qui va me mettre tout de suite dans la pratique d'un métier. Et il m'a dit, il y a du journalisme et on peut communiquer par les images et des sons. Et il m'a parlé d'une délocalisation d'une structure audiovisuelle qu'ils avaient implantée dans une autre ville qui allait venir s'implanter dans mon quartier. C'est comme ça qu'ils ont lancé une vague de formation des jeunes filles, déjà du quartier. C'est comme ça que je me suis formée
à une initiation à l'audiovisuel. Donc, j'ai appris comment utiliser une caméra, comment faire du montage. Et, et c'est au contact de cette pratique que je me suis dit, ah, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de communiquer, d'être au contact avec des gens qui se racontent. Et, je me suis formée là plus longuement 2 ans. Et après, il y avait une libération du domaine audiovisuel au Cameroun. Où il y a eu plusieurs télévisions qui se sont ouvertes. J'ai été engagée dans l'une d'elles où je suis restée 3, 4 ans. Ça m'a permis d'explorer les choses et de savoir aussi que c'était pas ce que j'avais envie de faire à la télévision. J'avais envie de raconter des histoires. C'est après ça que je me suis inscrite à l'UNSAS pour venir faire vraiment des études de cinéma. Et voilà, j'ai fait l'UNSAS et j'ai commencé à faire des films. Super. Voilà. Et à l'INSAS, vous avez fait la production, c'est ça? Non, j'ai fait de la réalisation. Ah, d'accord, très bien. Super. Bah, très bien, parfait. Alors nous, ici, nous vous connaissons bien pour avoir vu de vos films précédents que nous avons beaucoup appréciés. Aussi bien Les deux visages d'une femme Bamileke, c'était en 2016, que Les prières de Delphine en 2021. Et voilà que nous apprenons que vous êtes sélectionné à la quinzaine des réalisateurs, rebaptisé la quinzaine des cinéastes. Et c'est là où j'ai eu, moi, le plaisir de voir votre film qui avait vraiment sa place dans cette section en particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ce projet vous est venu à l'esprit au départ du film? Oh, le projet du film est né de la distance parce que j'ai toute ma famille au Cameroun et ce qu'ils vivent là-bas m'impacte ici. Et comment je gère ça en étant à distance, c'est via l'écriture et raconter des histoires. Ma frustration de ne pas pouvoir être sur place et de partager certains moments avec ma famille me permet de transformer cette frustration en racontant ces histoires, en racontant des histoires. Donc, euh, l'histoire de Mamba Pierrette est née comme ça, parce que avec la révolution de WhatsApp, on communique plus facilement, en tout cas euh, entre l'Europe et l'Afrique, et je pense que pour d'autres pays aussi. On communique plus facilement et pour notre famille, c'était le moyen d'échanger de manière rapide et instantanée. Et, euh, et du coup, avec mes cousines, avec mes sœurs, dès qu'il y a une situation, on se les partage directement. Et, avec ma cousine Pierrette, dès qu'elle avait des soucis, que ce soit d'inondation, que ce soit des problèmes de famille ou quoi, elle m'envoyait une photo, une vidéo, quelque chose, et je vivais ça. Mais quand je vivais ça, ça me rendait triste, ça me rendait impuissante aussi parce que, voilà, ayant grandi euh, euh, avec toute cette communauté, je savais qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle avait besoin qu'on vienne juste l'aider à sortir de l'eau, qu'on vienne juste l'aider à nettoyer un peu. Et moi, j'étais loin. Donc, ma manière de dépasser cette frustration, c'était d'écrire autour de, de, de ces situations et de ces événements. Et j'avais aussi envie de raconter l'incertitude dans laquelle j'ai très souvent grandi, l'incertitude de pas savoir
ce qu'on va manger demain, l'incertitude de ne pas savoir si on continuera à faire des études. Et je me rendais compte que cette incertitude dans laquelle on avait grandi, on y était encore. En tout cas, moi aussi en Belgique, sous une autre forme, j'étais dans une incertitude de cinéaste à ne pas savoir si je pourrais encore faire des films, si je pourrais encore avoir des financements, avoir du travail et pouvoir en vivre, si je pouvais un jour vivre de mon travail. Donc, même si j'étais dans un contexte bien meilleur qu'elle, je restais dans cette même incertitude. Cette incertitude de pas savoir si j'allais pouvoir faire mon travail. Et pour Pierrette et le reste de ma famille, c'était l'incertitude de savoir si, si on allait pouvoir envoyer les enfants à l'école, si on allait pouvoir les soigner, si on allait pouvoir les nourrir. Et je voulais travailler autour de cette incertitude parce que c'était quelque chose que j'expérimentais sous une autre forme ici en Belgique. Donc, j'ai commencé à écrire autour de ça et Pierrette a pris cette forme-là de porter cette histoire autour de sa vie, de son expérience et autour des inondations parce que c'est aussi le gros problème de la population à Douala. Et voilà, c'est comme ça qu'est née petit à petit l'histoire. Voilà, les deux précarités qui se rencontrent en fait, Un celle peu. Oh, oui. de la réalisatrice et celle du personnage. Alors nous, dans les écoles de cinéma, en général, pour définir le documentaire, voilà, c'est comme ça qu'on dit, vous savez, les profs, ils répètent, on dit un documentaire, c'est un film où l'acteur joue son rôle, le rôle qu'il a dans la vie. Un documentaire par rapport à une fiction, la fiction, l'acteur, il joue un rôle qui n'est pas le sien. Il fait quelque chose qu'il ne fait pas dans la vie. Alors qu'un acteur, dans le film documentaire, l'acteur joue ce qu'il fait dans la vie. Or, dans ce film-là, c'est une fiction. Il se trouve que votre cousine, elle est réellement couturière, n'est-ce pas? Et que ce qu'on voit qu'elle fait, c'est ce qu'elle fait dans la vie. Mais le film, c'est une fiction. Donc la question qu'on n'arrête pas de se poser, évidemment, tout le long du film, qu'est-ce que Rosine Bakam a ajouté dans cette histoire qui fait qu'on va classer le film dans la catégorie fiction? Et qu'est-ce qui est de la part, quelle est la part de fiction, quelle est la part du documentaire? Comment ça a été réglé, cette histoire? Déjà, je vais revenir à comment se définit un documentaire et une fiction, comme vous l'avez dit. Pour moi, c'est la conception telle que vous l'avez définie, c'est une conception liée à un cinéma très occidental, qui est un cinéma lié au jeu avec les acteurs et voilà. Mais sauf que comme nous, en Afrique, comme Safifa il le disait, en tant qu'Africain, on ne peut pas dissocier la fiction et la réalité parce que dans nos rituels, qui sont très, très vrais, les gens jouent le rôle pour transmettre un rituel, mais qui reste vrai. Mais les gens se représentent, se mettent dans une situation de reproduction de quelque chose qu'ils veulent transmettre et qu'ils veulent perpétuer. Et moi, ayant grandi dans cette culture, pour moi, il n'y a pas de différence entre, il n'y a pas de frontière entre le documentaire et la fiction. C'est des choses qui peuvent se mélanger sans que on ait l'impression que je fais de la fiction ou du documentaire. Et moi, bien que ayant étudié le cinéma ici en Belgique, je dois déconstruire ce cinéma-là pour trouver une manière de raconter des histoires qui soient liées à la réalité d'où je viens. Et, euh, et je dois toujours ramener ça à comment je perçois et je vis les choses au Cameroun, comment on se vit et comment on se raconte des histoires. Donc, pour moi, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté, pour moi, la fiction euh, euh, rend invisible
ce qui rend visible ce qui n'est pas visible dans le quotidien de Pierrette. Il y a tout l'aspect politique qui est justement au-dessus et qui est la conséquence de, de ce que Pierrette vit, mais c'est pas visible dans le quotidien de Pierrette. Et moi, j'utilise la fiction pour venir rendre ça visible, pour venir rendre les restes de la colonisation visibles, pour venir rendre la domination patriarcale visible. Mhm. Donc, la fiction m'aide à rendre l'invisible visible. Mhm. Juste, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, c'est la fiction qui est venue au service du documentaire, d'une certaine manière, Au si on service. reste Oui. dans les catégories classiques, et c'est ce que nous avons tout à fait compris, même quand on sait, on sait que l'attaque, par exemple, quand elle a été, on lui a volé son argent, que évidemment la caméra n'était pas là et que ça ne pouvait pas être un documentaire, que ça ne pouvait être de la fiction. Euh, alors maintenant, ce qui frappe au-delà de ça, c'est-à-dire de cette audace à gommer, euh, comme vous le justifiez si bien, la frontière entre le documentaire et la fiction, ce qui frappe beaucoup, c'est votre obstination à rester toujours tout près, à côté, derrière, à côté de votre personnage. Tout le temps. C'est-à-dire il y a une proximité qu'on peut voir dans certains films. Mais là, elle est réellement, comment dire, structurante du film. C'est comme si la caméra était presque collée à elle, quoi. Mm. Est-ce que ce parti pris, alors qu'on a vu aussi dans les autres films, hein, vous avez toujours évité la fêterie, vous avez toujours évité les artifices, vous avez toujours évité tous les procédés auxquels on peut recourir dans le cinéma parce que ce n'est pas utile pour vous. Et ce qui est important, c'est le personnage qui est là devant vous, quitte à faire garder la caméra dans la même place tout le temps, longtemps, etc. Peu importe. L'essentiel, c'est de donner une présence forte au personnage qui est devant vous. Est-ce que, j'aimerais vraiment que vous nous en disiez davantage, est-ce que c'est un principe, est-ce que c'est une idéologie, est-ce que c'est intuitif, est-ce que c'est imposé par le sujet, comment ça vient ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup de risques. Hein. Il y a plein de gens qui peuvent se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un film, ça, une caméra qui est là, un personnage qui est là. Enfin, n'importe qui peut faire ça, ce qui n'est pas du tout le cas, bien évidemment. Mm. Mais je fais confiance aux gens. Pour moi, je vais du postulat que la réalité que je vois est forte. Les gens que je filme sont forts et ont envie de se raconter par eux-mêmes. Et, 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 euh, et surtout, j'ai une volonté de montrer aux gens quelque chose de précieux parce que j'ai pas souvent eu l'impression que l'Afrique, comme on l'a souvent très filmé, surtout par l'Europe, est, cette Afrique que moi je connais, que j'expérimente au quotidien avec ma famille. Et pour moi, à chaque fois que je filme quelqu'un, je veux amener le spectateur vers quelque chose de précieux. Parce que c'est ce que je ressens quand je vois euh, ces femmes, c'est ce que je ressens quand je suis dans le quotidien là-bas. C'est quelque chose de précieux. Et je veux que le spectateur ressente cette préciosité, ce moment privilégié qu'il a d'être dans un moment de vie, dans une culture euh, euh, qu'il ne connaît pas. Et, euh, et ça, c'est mon intention toujours parce que je veux ramener le spectateur, bien que vivant dans une culture différente de ce que moi je suis en train de lui montrer, je veux ramener le spectateur à quelque chose qu'on a de commun, notre humanité, notre singularité, et qui est au-delà des artifices de cinéma, qui est juste une simplicité de vie et dont on a besoin
pour, pour créer du lien et surtout pour déplacer le regard, parce que je veux que les gens se mettent à la place des gens que je filme et ressentent ce que ces personnes ressentent et expérimentent ce que ces personnes expérimentent. Et voilà. Donc, c'est toutes ces intentions qui chargent mes choix, euh, que ce soit de cadre, de lumière et de son, parce que je ne veux pas que une esthétique ou un choix technique vienne corrompre la parole de ces femmes, parce que je veux qu'on les entende. Et je ne veux pas qu'un choix esthétique vienne empêcher le spectateur de rentrer en connexion avec ces femmes, parce que je veux qu'on les voit. Et, euh, et voilà. Et on la voit, effectivement. Alors, avant d'entrer dans les détails du film, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, c'est beaucoup, beaucoup plus riche qu'on ne peut le penser, je voudrais, puisque il y a beaucoup de gens, comme vous pouvez le remarquer, je crois qu'on peut peut-être lui donner la possibilité d'avoir une vue sur la salle, et que j'imagine elles ont des questions à vous poser. Je voudrais leur laisser la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vous en prie. Il ne faut pas hésiter. Mais n'hésitez pas, hein, parce que comme je suis bavard, je risque de vous empêcher de poser vos questions. Mais vraiment, vraiment, vous pouvez me couper si vous avez quelque chose à dire. Il n'y a absolument aucun problème. Bien son propos. Ben oui, allez-y, madame. Oui. Je trouve qu'elle explique tellement bien son propos qu'on a toutes les explications possibles sur ce qu'elle pense et la façon dont elle réalise ses films. C'est extraordinaire. Voilà, alors évidemment, il y a des personnages, enfin, il y a des lieux, il y a des personnages il y a des situations aussi, quelques situations. Il y a des personnages qui font partie de la famille, évidemment, ça commence là d'ailleurs, ça commence tout de suite dans la famille. Alors il y en a deux qui me paraissent, justement, du point de vue de, comment dire ça, de la teneur du film, de sa valeur profonde, c'est le mannequin qui nous a beaucoup amusés et dont la présence n'est pas décorative, c'est pas du décor, c'est même pas juste une forme d'ironie, ça va encore bien au-delà. D'une part, et la façon dont il est dispatché dans le film, à quel moment il apparaît, c'est jamais pareil, c'est comme s'il nous parlait à chaque fois, ou c'est comme s'il réagissait, ou c'est comme si on avait envie de lui dire à chaque fois autre chose, quoi. Parce qu'à mesure que le film avance, on le voit autrement. Et puis, le clown, qui d'ailleurs, vers la fin, presque se rejoignent. Et j'aimerais bien que vous nous parliez de déjà ces deux, entre guillemets, personnages. Enfin, j'ai employé le mot de personnage pour qualifier aussi le mannequin, mais je pense que ce n'est pas non plus un abus de langage. Non, pas du tout, c'est pas un abus. C'est un personnage. Et, le personnage, c'était déjà la neutralité de la couleur du personnage me permettait d'y mettre tout ce que je questionnais dans la société camerounaise à ce moment-là. Et j'aimais bien cette neutralité-là parce que si le mannequin avait une couleur bien définie, elle, il aurait enfermé la narration à quelque chose de précis et je ne voulais pas euh, qu'il enferme la narration à quelque chose de bien précis. Je voulais qu'on puisse y mettre des choses et des sentiments au-delà de ce que moi j'avais envie de questionner. Et, euh, et ce mannequin-là me permet de venir questionner aussi ce néocolonialisme qui existe encore aujourd'hui et qui plane sur la vie des populations là-bas. Et,
et qui domine et qui impacte. C'est-à-dire, bien que Pierrette, elle travaille comme une forcenée, euh, elle n'arrive pas au bout de ses peines, malgré tout le travail acharné qu'elle fait. Et aussi, euh, de questionner ce patriarcat qui est encore très imprégné dans la culture et même dans la tête de certaines femmes parce que l'assistante sociale, elle est dans une reproduction de ce patriarcat-là. Et, euh, et ça me permettait de questionner ça. Et le clown, lui, parce que je me disais, je raconte quand je fais des films, je me raconte aussi d'une certaine manière en tant que Rosine qui est réalisatrice et qui est camerounaise et qui veut questionner une réalité, la société camerounaise. Et je me disais, le clown me permettait en tout cas de dire ce que j'avais envie de dire en tant en tant que Rosine réalisatrice. Et en même temps, c'est un ancien collègue avec qui j'ai travaillé à la télévision au Cameroun, donc je connais le parcours et qui était danseur et qui s'est retrouvé à la télévision parce il s'était blessé, qu'il ne pouvait plus faire de la danse comme il souhaitait et comme il rêvait. Et c'est un artiste dans le fond. Et, euh, et je voulais donner la parole à un autre artiste de parler pour nous, de parler pour l'art au Cameroun. Et oui, c'est des... Oui, C'est ça. D'ailleurs, maintenant que enfin, tout à l'heure vous le disiez, vous parlez de la télévision. Enfin, il fait une réflexion à un moment donné, d'ailleurs, assez lapidaire, mais ô combien pertinente à propos de la télévision, lorsque votre cousine lui dit, mais vous avez travaillé à la télévision, vous avez gagné de l'argent, etc. Et lui dit la télévision, etc. Et là, on ouais. voit bien ce que vous y mettez, vous, en tant que cinéaste, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, comme expérience par rapport à la télévision. Et on voit bien qu'elle est un peu là pour vous aussi. Oui, oui, ça, oui, parce que c'est aussi ça, c'est aussi questionner notre rapport à ce qu'on voit à la télévision, parce que on se dit toujours que ce qu'on voit à la télévision est meilleur, est bien. C'est pas toujours la réalité C'est ça. parce que c'est un point de vue. Et, euh, et pour elle, le fait de voir le clown à la télévision, de le voir travailler à la télévision, ça veut dire qu'il est confortable dans sa vie et que tout va bien alors que c'est pas le cas. Tout à fait, oui. Et Et je, ouais. ouais. Oui, je t'en prie. Un, deux, deux. Ouais, c'est bon. Bonjour Rosine. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit dans votre intervention juste avant par rapport à la question du néocolonialisme. Ça m'interroge beaucoup ce regard qu'on peut avoir sur... Enfin, qu'est-ce qu'il est exactement aujourd'hui au Cameroun quand vous disiez que vous-même, vous trouvez dans une forme de précarité alors que vous êtes, voilà, vous êtes en Belgique et que certainement votre quotidien est plus facile, entre guillemets, que la vie d'une femme comme Pierrette au Cameroun. Pourtant, on peut se retrouver en face de précarité voilà, qui provoque des angoisses, qu'on soit là ou qu'on soit là. Et justement, la question de l'argent qui est abordée dans le film et que je trouve assez prégnant, quoi, parce que voilà, on parle beaucoup d'argent et c'est normal parce que c'est ça qui nous fait vivre, sinon on se retrouve sans rien. Et où il y a ce propos, à un moment, elle dit « Ah, c'est le bol d'oxygène, etc. » En fait, moi, je m'interroge beaucoup là-dessus parce que j'ai l'impression que des formes de précarité, on en vit partout. Et ce que je me demandais, je me demandais vraiment aujourd'hui au Cameroun, ou peut-être dans d'autres pays autour, je ne sais pas, quand on parle de néocolonialisme, on parle de quoi exactement? Voilà. Qu'est-ce que c'est? J'ai un flou, moi. Peut-être j'étais pas très claire, je sais pas. Non, c'est très clair.
Quand on parle de néocolonialisme au Cameroun aujourd'hui, c'est que euh, les ressources aujourd'hui ne profitent pas au, au pays. Les ressources euh, du Cameroun sont exploitées pour les grandes puissances, en majoritairement la France. Tout ce qu'on Il y a certaines matières premières qui font partie des richesses du pays, le pétrole, la banane, tout ça est cultivé pour servir, euh, euh, pour servir ces grandes puissances. C'est pourquoi il n'y a pas une liberté d'exploitation et de production qui fait que le Cameroun et d'autres pays euh, également puissent vivre essentiellement de ce que eux ils produisent et eux de leur sous-sol et de leur richesse. Ça, ça existe du, du temps de la colonisation, c'était visible, mais maintenant on a l'impression que ça ne l'est plus parce que c'est plus aussi visible, mais ça reste très existant. Les les gou- les gouvernements sont choisis un peu par la France et maintenus par la France parce que c'est une continuité euh, euh, qui permet de servir les besoins de la France. L'argent dont vous parlez aujourd'hui, cet argent qui circule, elle n'appart- cet argent-là n'appartient pas au Cameroun, n'appartient pas à la population parce que cet argent est fabriqué, le franc CFA est fabriqué en France. C'est pourquoi cet argent traverse le film, mais à aucun moment n'est utile à la population parce que on voit que ce qui résout les problèmes, c'est pas l'argent, c'est la solidarité entre les femmes, entre les familles, qui fait qu'on arrive à résoudre un problème. Mais cet argent en lui-même, cet argent qui fait partie de l'indépendance de chaque pays, n'appartient même pas au Cameroun parce que cet argent est fabriqué en France et euh, le taux de cet argent est imposé par la France. Et pour faire quoi? Pour servir, parce que la France l'impose pour pouvoir acheter comme il, comme elle souhaite euh, les matières premières au Cameroun. Tout ça est contrôlé par la France. Ce néocolonialisme-là est peut-être résumé par ça, mais c'est encore plus large. Si on peut également y entrer en profondeur et voilà. D'ailleurs, ce qui montre que l'argent, c'est très frappant dans le film, la façon dont il parle de l'argent. Parce que quand je veux dire, une société capitaliste, mais vraiment capitaliste, où l'argent est maître, les gens sont au service de l'argent, c'est sacré, on ne discute pas. C'est difficile, c'est ridicule de marchander. Vous imaginez aller dans une boutique, vous dites ouais, c'est un peu cher pour moi, etc. Or, dans le film, là, mais constamment, mais tout le temps, ah, c'est beaucoup, ouais, non, mais 10 000, c'est pas beaucoup, et on a l'impression que l'argent, c'est presque une valeur d'usage, quoi, pour employer les termes marxistes, quoi, et pas une valeur d'échange, quoi. C'est comme si c'était vraiment un objet. Tu m'en donnes 2, pas 3. Et du coup, ça relativise beaucoup le rapport des gens tels qu'ils vivent par rapport à l'argent. C'est-à-dire les relations humaines sont là, sont quand même là, elles ne sont pas totalement, parce que dans d'autres sociétés, enfin, peut-être pas toutes de la même manière, peut-être pas dans toutes les catégories, il ne faut pas non plus trop généraliser, mais on a l'impression qu'on ne peut pas, c'est Dieu. C'est comme si on disait Dieu, moi je crois 3/4 de Dieu, ou la moitié de Dieu, on ne peut pas dire, non, 1 euro, c'est 1 euro, ça ne peut pas être 60 centimes, quoi. Or là, ce qu'on voit, et qui est marrant d'ailleurs, c'est drôle, ça, et c'est paradoxal, parce qu'on a l'impression que c'est très important. En fait, ce n'est pas important, c'est que voilà, ce que tu as, tu me le donnes, mais quand même, j'en ai besoin, quoi. Oui, les relations humaines sont plus importantes que l'argent parce que cet argent a plus de valeur ou moins de valeur selon les gens. Parce que
quand la première cliente entre quand elle rentre des achats et elle dit « Ah, tu es ma sœur », cette valeur, ça réduit l'importance de ce qu'elle va lui donner parce que c'est sa sœur. Elle payera moins parce que c'est sa sœur. L'argent sera plus parce qu'on a peut-être un rapport d'amitié et tout. C'est d'abord le rapport entre les gens induit la valeur de l'argent, je pourrais dire. Oui, tout à fait. Et je voulais montrer ça. Oui, oui. Je voulais montrer que cet argent qui circule dans ton enquête, en tout cas dans le contexte du Cameroun, c'est les rapports que nous avons avec les uns et les autres qui donnent une valeur à cet argent-là. Et est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu cet incident? Parce que l'argent, nous, c'est ce qu'on dit chez nous souvent, l'argent peut arriver, peut disparaître d'un seul coup. Elle a ramassé, puis hop, paf. Oui, pour montrer que c'est la communion entre les gens, la solidarité, l'union qui fait que... C'est pourquoi Pierrette, Mamba Pierrette, elle n'est pas traitée non plus comme une héroïne qui arrive et qui résout tous ses problèmes toute seule. Non, non, parce que encore, c'est une forme narrative qui est liée à la culture camerounaise. Je veux raconter un personnage, je ne vais pas raconter l'Odyssée comme on raconte l'Odyssée en Europe. Je veux raconter une Odyssée comme on vit une Odyssée au Cameroun, dans le contexte camerounais, dans la culture camerounaise. C'est ça une identité cinématographique, c'est comment on raconte des histoires en ancrant cette histoire dans un contexte, dans une réalité et dans une culture. Et je veux trouver des formes narratives et des formes cinématographiques qui soient liées à la culture camerounaise, à une manière de parler qui soit camerounaise, à une manière de penser et de bouger qui soit camerounaise aussi. Oui, tout à fait. Des questions, non? Alors, alors, il y a aussi, pour souligner à quel point, encore une fois, malgré les apparences, le film est stratifié, tous ces personnages qui arrivent là, chez Pierrette, et qui parlent de leurs problèmes, on a l'impression que ça relève d'une économie du cinéma, c'est-à-dire, enfin d'une économie narrative du cinéma, peut-être aussi d'une économie réelle du cinéma, parce qu'on a bien vu qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans la production, et qui fait que, en fait, le personnage lui-même devient comme un relais, comme un représentant, comme votre représentant, qui, évidemment, lui témoigne d'une réalité, puisque c'est le personnage principal, mais il est là aussi pour recueillir les témoignages d'autres personnages qui vivent des situations différentes. Et du coup, dans cet endroit très exigu, avec un seul personnage, arrive, à la faveur de ce mouvement, et ben beaucoup d'informations sur en fait, ce que les gens vivent au Cameroun. J'aime bien travailler les espaces, parce que surtout les espaces de femmes, ce sont des espaces où on vient déposer des histoires. On vient déposer, raconter, prendre des forces, prendre de l'énergie, prendre des encouragements, prendre des idées, penser. Et j'aime travailler ces espaces-là parce que j'ai grandi dans ces espaces-là. Et je me suis nourrie dans ces espaces-là où, que ce soit dans un salon de coiffure, que ce soit dans une cuisine, les entrées et les sorties me transformaient. Et je voudrais mettre le spectateur dans ces espaces où les entrées et les sorties transforment le regard, la pensée du spectateur et nourrissent son imaginaire, alors qu'on est dans un seul espace. Elles ne cancanent pas les femmes. Elles ne cancanent pas les femmes. Elles ne cancanent pas, elles ne colportent pas comme parce ça. Que c'est véhiculé dans le cinéma. Ça, c'est encore un cliché. Un cliché qu'on peut... C'est comme si les femmes, elles ne pensaient pas et que quand elles se retrouvaient,
c'était pour raconter des futilités, c'est pas vrai. Et oui, sans toutefois y avoir pensé dans ce sens-là, Oui. parce que moi j'ai grandi dans ces espaces où les femmes transformaient leur société Oui. dans des cuisines, Oui. dans des chambres, Oui. par leur manière de se dire des choses et de se parler, de se raconter. Oui. Et pour moi, j'aime travailler ces espaces parce que je sais combien ça m'a nourri et ça a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et je veux donner l'importance à ces espaces qui ne sont pas, euh, euh, oui, qui sont des espaces précieux et riches. Oui. D'ailleurs, par rapport à l'espace, justement, il y a quelque chose qui frappe beaucoup dans le film, en plus de ce que vous dites, c'est cette ruelle, cette manière de filmer. Et le film, il s'ouvre d'ailleurs là-dessus. Le film, il s'ouvre à l'envers, parce que c'est dans l'autre. Il y a un changement d'axe total. On voit la boutique, et puis on voit cette petite ruelle là qui ouvre l'espace du film. Et là, on n'est pas simplement au théâtre, on est au cinéma. C'est le principe même du cinéma, la perspective. Et cette rue où effectivement on voit des gens se déplacer, où on voit d'ailleurs le clown continuer son chemin, comme si vous nous disiez, l'aventure, mon aventure continue. Oui. Moi, j'ai grandi dans notre cours, c'était en couloir, en passage. Et, quand je revois tout ce qui s'y passait et qu'aujourd'hui, j'y retourne, je me dis, mais juste ce couloir de passage était riche d'histoire par des gens qui y passaient, par des gens qui y passaient en y déposant quelque chose, en se posant, en s'asseyant, en jouant par les enfants ces espaces parce que la vie se passe dans ces espaces-là. Rien n'est factuel quand je me balade dans une rue à Yaoundé ou à Douala. Tout tout se raconte, tout a, tout a, tout a une importance pour moi. Et je, je, je veux donner une symbolique à ces espaces. Je veux donner une histoire à ces espaces-là. Oui. Et d'ailleurs, une question très factuelle, très simple. On est à quel endroit précis par rapport à... Voilà, on est en périphérie, on est loin du centre, on est... On est loin oui, on est loin du centre. Pas en périphérie parce que on est dans la ville La ville même, oui. de Yaoundé, pas trop loin du centre, mais ouais, c'est pas le centre, quoi. D'accord. Des questions? Parce que moi j'en ai, hein. Oui? Je vous en prie. 1, 2, 2. Attends. Comme je ne suis pas là depuis très longtemps, là, est-ce que, par exemple, quand elle se fait voler, il n'est pas question qu'elle puisse se plaindre Euh, Parce qu'on ne va pas se plaindre. On va pas se plaindre quand on est volé au Cameroun parce que euh, il n'y a pas de procédure comme on le fait ici. Et le fait d'aller se plaindre demanderait qu'elle paye pour porter plainte, qu'elle dépense encore de l'argent qu'elle n'a pas. Donc elle ne va pas se plaindre. Elle ne va pas se plaindre d'ailleurs à la police, mais elle ne se plaint pas non plus vraiment, même, je veux dire, elle ne s'en plaint pas pour autant de ce qui lui est arrivé. Non, Ouais, elle dit le c'est pas cache grave, elle presque. dit c'est pas grave. Elle le cache presque à sa propre Ah mère mais, parce qu'elle ne ouais, peut pas l'inquiéter. ouais, Pour elle, voilà, la vie continue du moment où on ne lui a pas enlevé la vie, on ne lui a pas fait mal. Donc demain, elle retournera travailler. oui, Parce que les oui, gens ont très très vite le calcul quand ils sont dans ce genre de situation.
Si je vais me plaindre, je vais devoir payer pour porter plainte et ça va prendre. Et c'est sûr que on ne va pas retrouver les, 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 les voleurs. Et du coup, elle ne va pas perdre son temps à faire cette administration-là. Elle va se concentrer sur son travail qui pourra lui redonner l'argent demain très vite pour continuer à vivre, Oui, quoi. oui, elle Donc, continue. Elle continue, ouais. elle continue. Justement, du point de vue, comme on disait que c'est une fiction, dans un cinéma classique, dans un film classique, ce moment-là, c'est quand même un moment dramatique, quoi. Je veux dire, qui va faire relancer l'action, etc. Et là, ça a été filmé de façon, d'ailleurs, c'est ça que, en tout cas personnellement, je trouve le film réellement fort, et du point de vue de la démarche proprement dite, je veux dire du choix de la mise en scène, qui est un choix de point de vue, qui n'est pas simplement un choix technique, c'est un choix culturel, idéologique très fort. C'est-à-dire quand elle se fait attaquer, la caméra, elle reste loin. Elle reste loin, on voit même pas très bien l'attaque, quoi, les gestes. Comme pour éviter, je vous pose la question à l'occasion, comme pour éviter plus de pathos qui aurait boursouflé l'affaire, quoi. Du spectacle. Oui, Du le spectacle. Ouais. Oui, mais comme je dis, pour moi, quand on se fait agresser, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent une extrême solitude. Quand on se fait dépouiller, on se sent seul. On se sent seul dans cet acte-là. Et je voulais qu'elle soit seule et impuissante. Et c'est pas en essayant de découper pour voir la violence. La violence est déjà là dans le fait qu'elle soit seule et isolée et à être dépouillée. Parce qu'on a été tout au long de la première partie du film avec elle à travailler dur. Oui. Et j'ai pas besoin de la brutaliser dans le geste ou d'amener un effet pour accentuer le fait que la seule, cette est une extrême violence, Oui. est une extrême violence. Donc pour moi, ayant vécu une expérience d'agression, on se sent seul. On se sent seul et je voulais raconter cette solitude, Oui. cette solitude Oui. qui est très, très violente. Ben, c'est ça qui est frappant parce que, vous me dites, hein, ce qui est frappant, c'est justement le mariage de cette pudeur avec la proximité du personnage. Parce que vous êtes tellement proche du personnage que vous la touchez presque, quoi. On sent son corps, il est omniprésent, elle est là constamment. Mais cette proximité-là, physique, justement, elle va en parallèle avec une très, très grande pudeur, quoi, une grande retenue, je veux dire, du point de vue de la réalisation. Parce que c'est vrai qu'on est très puissant quand on a une caméra, quand on monte, quand on tourne, c'est vraiment quelque chose de très puissant, de très fort. Et là, c'est pas du tout le cas. Hop. Oui, ça va. Non, ça va, ça marche. Elle nous entend. Ouais. Ah oui. Oui, ça y est, sinon c'est bon. On vous entend, on vous voit. C'était juste de temps en temps une petite virgule comme ça. Oui. Oui, pour moi, c'est comme je dis, je réfléchis toujours à quel type de cinéma j'ai envie de faire. Oui. C'est qu'est-ce qui m'importe, c'est qu'on soit avec mon personnage, c'est qu'on vit, c'est qu'on vive le fait si j'avais découpé cette action d'agression, est-ce qu'on aurait été plus avec elle? Non. Ça, j'en sais rien. Et en tout cas, pour moi, je me disais, le fait d'être loin, on aurait plus senti cette solitude et cette violence. Et j'avais envie que la caméra s'isole et la laisse seule dans ce moment où elle se fait agresser. Oui, on aurait été plus proche, autant la sauver. Ouais. Oui, alors, oui, madame, je vous en prie.
1, 2, 1, 2. Pardon. Mhm. Il n'y a pas de question ridicule. Moi, Ici. je voulais demander par rapport à cette éducation que vous avez eue et cette attitude de cette femme qui se fait agresser, qui ne réagit pas, qui ne se défend pas, qui reste soumise par rapport justement à ce patriarcat dont vous parliez. En Belgique, vous vous faites agresser, vous réagissez comment? En Belgique, je me fais agresser, je sais pas. Ça vous est Je pas sais arrivé, pas. tant mieux. Voilà. Je sais pas. Est-ce que vous portez Mais j'ai plainte? pas, j'ai pas. Parce que le statut de la femme est ridicule. En Cameroun, elle n'a aucun... On voyait chez l'assistante Vous sentez sociale. que son statut est ridicule? Non, pas ridicule. Attendez, je voulais pas dire ridicule, excusez-moi. Je voulais dire, Ouais. c'était... je voulais dire qu'elles n'avaient... Les femmes n'ont pas de statut. Elles n'ont aucune... du fait de ce patriarcat dont vous parliez. Chez l'assistante sociale, on lui dit, mais il fallait vous marier. Si vous n'avez aucune possibilité d'obtenir de l'argent, il faut que ce soit le monsieur, le père qui paye. Moi, par rapport à cette soumission, je pense qu'il y a, enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'est une acceptation. Il n'y a pas une notion de la part des femmes d'essayer de s'imposer. Voilà. Est-ce que c'est peut-être un peu confus ce que je veux dire, mais... Pas du tout, pas du tout. Je me rends juste compte que vous parlez du point de vue de vous ici en Europe. Mais ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous déplaciez votre regard et que vous pensez du point de vue de Pierrette, qui est dans un contexte de vie où la société n'est pas structurée comme en France ou en Belgique. La société n'est pas organisée, donc il n'y a pas de système d'aide ou de soutien comme ici. En Belgique, les femmes, elles s'organisent entre elles. Les femmes, c'est pourquoi il y a ces tontines, elles ne sont pas soumises. Elles ne sont pas soumises parce que Pierrette, elle finit par résoudre son problème par l'organisation de ces femmes, de sa famille. Elles ne sont pas soumises. Elles se confrontent à cette situation-là dans leur contexte, pas comme vous le ferez ou comme moi je le ferai. Voilà. C'est différent. Oui, Ouais. non, mais j'ai bien apprécié la façon dont ça fonctionne. Par contre, Dans le par micro. rapport aux autres pays en Afrique, où les femmes se prennent... En charge. pardon En charge. prennent en charge, mais je veux dire, se font reconnaître. Il n'y a pas encore le statut de la femme n'est pas du tout comme en Maroc ou en Algérie, où les femmes prennent de l'importance. Elles sont reconnues. Voilà. Ce que je dis encore, c'est que vous êtes en comparaison avec un système. Mais si on compare, on dirait elles sont aussi par rapport à ici. Je dis, ce que j'aimerais, c'est que vous voyez ça du contexte de là-bas, de ce contexte de la réalité de là-bas. Il y a une réalité, il y a un contexte de vie qui font que les femmes se confrontent à ce contexte de vie-là. Elles ne font pas comme d'autres le feraient dans leur contexte de vie. Vous vous battez en France dans votre contexte de vie, avec les outils et le système que vous avez. Elles se battent dans leur contexte de vie avec la réalité qu'elles ont en face d'elles. Elles ne sont pas soumises. Parce que Pierrette, ce que je montre, c'est que si le film s'est terminé et qu'elle n'avait pas pu envoyer ses enfants à l'école, oui, elle aurait subi cette situation. C'est qu'elle arrive, pas par le système, pas par le gouvernement, pas par son mari,
à envoyer ses enfants finalement à l'école par son propre travail, son propre travail et la solidarité entre les femmes. C'est par ça qu'elle arrive à envoyer ses enfants à l'école. Très bien, merci beaucoup Rosine d'avoir pris le temps d'être avec nous, d'échanger, de répondre à nos questions. En tout cas, nous avons beaucoup aimé votre film et nous vous souhaitons bonne chance pour le futur, en espérant vous retrouver parmi nous physiquement la prochaine année avec un autre film aussi fort, aussi puissant. Merci beaucoup. Merci au Festival de Apt qui a toujours soutenu mon travail et qui continue à le soutenir. Je suis très, très reconnaissante. Merci à toute l'équipe. Merci au public aussi qui est au rendez-vous à ce festival. Et voilà, je suis juste très, très reconnaissante. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, je crois que Sophia Alaoui est avec nous. Bonjour. 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 Bonjour, merci d'être là. Merci à vous de me recevoir. Évidemment, on aurait voulu que vous soyez physiquement présente. Ce n'était pas possible, mais c'est déjà beaucoup pour nous que vous soyez disponible ce matin. Nous avons vu votre film hier, après l'ouverture officielle de cette 21e édition du Festival du cinéma d'Afrique. On a commencé par Animalia. La salle était pleine. Après la projection, beaucoup d'applaudissements. Je pense que le film a beaucoup plu, a beaucoup touché le public. Et puis à la sortie, beaucoup de questions venaient. Je n'ai pas compris ceci, je n'ai pas compris cela, etc. Sophia Alaoui, vous êtes l'une des plus jeunes cinéastes programmées cette année à la 21e édition du Festival des cinémas d'Afrique. Vous êtes née en 1990, vous êtes de Casablanca. Donc marocaine. Nous vous connaissons déjà, nous, ici, pour avoir vu votre court-métrage Qu'importe si les bêtes meurent, qui a été remarqué aussi beaucoup dans les festivals, notamment à Clermont-Ferrand, mais Sundance, n'est-ce pas, où il a été, où il a été primé. Donc on attendait vraiment beaucoup votre long métrage, et qui, je le rappelle, a été au dernier festival de Sundance aussi. Et où il a été également primé, je ne me trompe pas, là-bas. Exact. Voilà, donc, alors vous, votre particularité, on le disait hier, enfin je le disais à la présentation, c'est que, à la différence de beaucoup d'autres cinéastes, je me demande s'il y en a beaucoup d'ailleurs, hein, de Marocains ou même Africains, il n'y en a pas tant que ça. Votre particularité, c'est que vous, tout en étant réaliste, politique, social, eh ben, votre cinéma, il est aussi fantastique. C'est-à-dire il y a un recours à quelque chose, nous, qu'on appelle le fantastique, c'est-à-dire à des procédés qui nous emmènent au-delà de la réalité, mais vous le faites d'une manière extrêmement particulière, très spécifique, et je dirais totalement adaptée à la réalité du Maroc. Et alors, on va peut-être commencer par ça, pour essayer de comprendre d'où vous vient cette propension, alors que souvent, nous n'arrêtons pas de dire et de répéter que nous n'avons pas suffisamment de films qui montrent nos réalités, que voilà,
il y a nos réalités souffrent d'un manque de visibilité, il n'y a pas suffisamment de films qui nous, etc. D'où vient cette propension d'aller au-delà de cela et d'irriguer votre cinéma d'éléments comme ça extérieurs qui peuvent rappeler évidemment un genre, hein, même un cinéma qui n'est pas marocain. Bah, déjà, parce que mon rapport au cinéma, il s'est construit voilà, par des voyages, par des rencontres, par, euh, par une curiosité de l'autre. Et il s'est pas forcément nourri d'une cinéphilie que j'avais du cinéma arabe à l'origine. Voilà, moi, j'ai quand même grandi en Asie, j'ai beaucoup voyagé en Asie. Et du coup, il se trouve que oui, quand j'ai fait mes études en France et puis que j'ai commencé à travailler en France, j'ai découvert tout un cinéma arabe qui était souvent voilà, extrêmement réaliste, dans des drames sociaux, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai pas fait du cinéma parce que moi, parce que j'aimais le cinéma arabe, en fait, c'est marrant. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ce qui m'a inspiré, c'était véritablement les rencontres humaines, c'était véritablement les voyages. Et donc, du coup, dans mon propre cinéma, je crois qu'il y a un rapport à ça qui était très important. C'est-à-dire que tu nourris de mythes, de légendes, tu nourris de questions métaphysiques. Quand je suis partie plusieurs mois au Groenland, j'ai été confrontée à cette solitude, ce rapport à l'univers. Quand j'étais en Asie, le taoïsme m'a beaucoup marqué. Donc tout ça, ça a vraiment nourri, je pense, qui je suis et du coup mon rapport au cinéma. D'accord, très bien. Cela n'empêche pas du tout, effectivement, et c'est ça qui, je crois, est très très frappant dans votre film, que d'emblée, et même je dirais tout de suite, à part l'ancrage des personnages, hein, ils sont bien ancrés, on sait où ils sont, on sait à peu près, enfin, géographiquement, où on est, les personnages sont socialement définis, on sait de quel milieu ils sont, dans quelle situation ils sont, par rapport à l'argent, par rapport à l'économie, par rapport à la société, par rapport à la langue, on va en parler tout à l'heure. Mais tout de suite, dès que les premiers éléments de cet événement difficile à comprendre, inexpliqué, inattendu, irréel, dès la manifestation des premiers éléments, tout de suite, il y a un personnage, je crois que c'est une femme, je ne me souviens plus, très très bien, qui dit « Ouais, ça me rappelle le coup d'État, la tentative de coup d'État. Ouais. » Et tout de suite, la dimension politique est là. Le coup d'État de 72, enfin la tentative de coup d'État, qui est un événement évidemment majeur dans l'histoire politique du Maroc. Donc, il y a quand même ce souci tout de suite de semer là déjà un petit élément dans la dramaturgie du film qui va ensuite d'ailleurs se poursuivre, se continuer jusqu'à la fin. Oui, alors c'est vrai que je pense qu'on a présent en fonction de ce qu'on a pu vivre dans le passé. Oui. Et je trouve que c'était intéressant. En tout cas, moi, ce qui m'amuse aussi, c'est de jouer aussi avec le spectateur, de jouer avec les codes. Ce qui était intéressant, c'est de créer des fausses pistes. En tout cas, on trouve toujours on cherche toujours des réponses très ancrées dans le réel. Et donc, du coup, dans Animalia, je me suis beaucoup amusée à faire comme un espèce de jeu parce que tout n'est pas toujours très clair. Et je crois que si j'utilise le cinéma pour raconter des histoires et pas la littérature ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a le pouvoir des images qui est très fort. Donc, du coup, je me suis amusée un petit peu à jouer avec le spectateur en donnant des fausses pistes. Et voilà, donc ça, c'est évidemment une fausse piste, mais qui paraît très concrète à la fois. Oui, c'est ça, tout à fait. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Parce que...
Alors, on va continuer, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je sais que vous ne pouvez pas rester longtemps avec nous, hein. Vous êtes... Dites-nous à quel moment on doit vous libérer. Non, non, moi ça va. Quand vous voulez, là, Oui, je d'accord, suis très bien. comme maman et Parce qu'on a des beaucoup de petits- questions, je pense qu'elles vont venir, les questions. Le film, Avec plaisir. le film, il est très, Ouais. très, très riche et il est très... il est même complexe. Oui, alors, je vous en prie. Oui. Attendons. Là, dans l'explication sur la brochure, on dit qu'elle a l'air heureuse dans sa famille. Et je la trouve... Elle a l'air heureuse. Je la trouve pas heureuse. Elle parvient à s'adapter à l'ambiance feutrée bourgeoise de la demeure de ses beaux-parents. Oui, oui. Presque heureuse, voilà. Elle Alors s'adapte, que- elle est en passe de... Elle s'adapte. Oui, mais d'acheter quand une- après elle se retrouve seule, on a Elle est- l'impression qu'elle est heureuse. Oui, C'est vraiment... oui, parce qu'elle ne s'entend pas avec sa belle-mère. Voilà. Mais elle aime beaucoup son mari. Mais Bon, pardon, je parle à votre place. Non, mais c'est génial parce que c'est tout à fait ça. Non, non, au contraire, j'aime bien parce que non, mais c'est tout à fait ça, exactement. C'est vrai que en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place au début Mhm. euh, du film, et je pense que c'est ça aussi sa trajectoire, c'est comment en fait parfois. Alors elle, Ito, elle est dans cette famille-là, mais je pense que de manière plus universelle, cet événement-là, il vient aussi questionner Mhm. nos, nos, nos environnements, nos choix, les choix de nos vies. Et pour moi, c'est vrai que vivant au Maroc, j'ai souvent eu l'envie un petit peu d'agiter un petit peu la fourmilière, quoi. Et donc, Ito, c'est aussi le regard de l'extérieur, mais à l'intérieur. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, oui, je vous en prie, madame. Bon, tout d'abord, j'ai trouvé ce film esthétiquement remarquable, des très belles images, vraiment très très bien filmé. Et la question que je me suis posée, c'est qu'effectivement, on connaît pas, enfin, on est dans le doute, on ne sait pas pourquoi cet événement, jusqu'au bout, on ne sait pas. Mais par contre, on voit quand même un clivage dans le film. Il y a quand même un clivage sociétal. Il y a quand même des gens qui sont derrière la barrière et d'autres qui sont devant. Je voulais savoir quel message vous aviez voulu traduire par rapport à... Parce que c'est quand même flagrant dans le film, on le voit bien. Mhm. Vous avez entendu? Oui, mais c'est vrai que, Oui. oui, non, mais c'est vrai que l'image, elle parle. Et puis, comme vous l'avez dit, donc ça veut dire que c'est assez clair, en fait. Il y a en effet... moi, je suis partie du constat que je vivais dans une société où il y a un rapport à Dieu qui est très, très fort. Et à la fois, quelle était la place de la spiritualité dans le fond. Euh, mais surtout, je trouve qu'on est malgré le fait qu'on soit dans des pays voilà, où la religion elle est très forte, on est avant tout dans des pays où le capitalisme et la relation à l'argent est encore plus fort. Et que ces inégalités-là, sociales, euh, moi je parle du Maroc, mais je pense que dans plein d'autres pays c'est la même chose. En fait, elles, elle nous, enfin voilà, ce rapport-là nous éloigne profondément, je pense, de, de- de- du sens même en fait de ce que à l'origine le mot religion est, puisqu'en fait l'idée c'est de relier les uns aux autres, et qu'au contraire là on est complètement euh, isolé, éloigné, et ce rapport de domination dans un même pays à cause de l'argent, en fait, est terrifiant. Ouais. J'ai une deuxième petite question, mais après je vais passer. C'est par rapport au monde animal aussi. Il y a vraiment une... je voulais savoir un petit peu quelle était
voilà, votre message par rapport au monde animal qu'on voit qui est quand même bon, les fourmis, les oiseaux. Ça m'a fait penser un peu à certaines scènes d'Hitchcock, les oiseaux, enfin qu'il y a. Oui, oui. Voilà. Donc j'ai retrouvé un petit peu des référents, les fourmis aussi, enfin tout ça. Je voulais savoir un petit peu quels. Les chiens, les moutons. Les chiens, les moutons, voilà. Voilà, il y a le monde animal, le monde humain, et à la limite, on a l'impression que le monde humain est quelquefois plus cruel que le monde animal, vice versa, quoi. Voilà, je voulais savoir ce que vous vouliez traduire par rapport à ça. Là, c'est vrai que moi, je me suis posé la question voilà, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet-là. Et je pense que, comme je disais au tout début, moi, j'ai toujours été inspirée par des textes du monde entier, des textes voilà, taoïstes, mystiques, un peu du monde, même soufis. Et c'est vrai qu'il y a un rapport, du coup, à ce qui est à l'âme, qui est toujours là. Et je trouvais ça dans un monde où, justement, le matériel est très fort de, de rappeler en fait, et c'est même pas rappeler en fait, c'est que tout est très utilitaire aujourd'hui. On coupe des arbres, on profite de la nature. Au début, Amine, il est dans la rentabilité, il fait des volailles, de l'agriculture. C'est la rentabilité, rentabilité. Eux, ils habitent sur une parcelle de terre verdoyante et autour, c'est l'aridité. Donc, en fait, quand on voit aujourd'hui comment la nature, elle est quand même sacrifiée, nos environnements, notre planète est sacrifiée au détriment d'intérêts pécuniers. C'est vrai que j'avais envie dans ce projet-là, de me rapprocher justement de ce que j'avais pu aimer, retrouver dans certains textes, qui était l'idée d'âme qui incarnait les espèces vivantes, tout comme toutes les espèces vivantes, tout comme voilà, les arbres. Aujourd'hui, on sait très bien que les arbres communiquent entre eux dans la forêt, qu'il y a, voilà, c'est pas juste des objets mis dans, enfin, qui sont, on parle de choses qui sont vivantes. Oui. D'animés. Tout ça, on dirait qu'il n'y a que les humains qui sont humains. Et là, en fait, au contraire, c'est un peu l'inverse. Et voilà, j'avais envie dans ces questionnements-là, j'avais envie d'amener un peu une juste place à ce qui me paraissait essentiel. D'ailleurs, on le voit bien. Ah oui, pardon, je vous en prie. C'était juste pour dire que, en fait, il nous manquait des clés à des moments. Et là, vous venez de répondre déjà à un certain nombre de clés qui nous manquaient pour comprendre bien le film, parce que c'est un film qui est vraiment très intéressant. Et moi, personnellement, j'ai découvert en plus un pays, je ne connais pas le Maroc. On a pourtant voyagé, mais pas le Maroc encore. Et franchement, ça donne envie d'aller, même de visiter, parce qu'il y a des scènes, notamment lorsque elle est dans l'espèce de triporteur là, et qu'elle passe dans la. Déjà, ça n'a dû pas être simple à filmer, parce que techniquement, ça devait être difficile, parce que il y a plein de conditions techniques qui doivent être compliquées. Et puis, en même temps, un paysage qui est quand même assez impressionnant. En plus, je pense un peu au problème parce qu'il y a eu quand même un tremblement de terre très, très grave. Alors, je ne sais pas si c'est dans cette région-là où ça a été tourné, Non. mais non, ça n'a pas été dans cette région-là. Non, c'est pas loin, mais Parce que c'est... Mais c'est les mêmes populations, je veux dire. C'est ça, voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est vraiment impressionnant. Voilà, mais vraiment, les fourmis, enfin les animaux, le choix de la pie qui fait partie des corvidés, moi, j'ai vraiment fait avec Hitchcock les oiseaux. Enfin, franchement, à un moment, tout à fait. Et c'était étonnant, mais vraiment un très, très beau film. Merci. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais vous poser une question avant d'entrer encore dans le détail, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Sur la fin, cette tirade à la première personne, je me suis dit, c'est du Ibn Arabi, ça. Vous voyez, je ne sais pas, je suppose que vous parlez de soufisme, comme vous avez parlé de soufisme tout à l'heure. J'y ai vu vraiment la trace de ça, quoi, de cette tendance-là mystique musulmane qui tourne autour de la question de l'unité, de la création, etc.
Exactement, il y a beaucoup de références, comme le film est ancré au Maroc, j'ai quand même cherché à me questionner sur... souvent, on parle de l'islam d'une manière un peu... voilà, toujours de la même manière. Et donc, c'est vrai que moi, j'avais aussi, parce que je suis de tradition musulmane, j'avais envie de comprendre et de réfléchir sur le rapport mystique qu'il y a dans enfin, le mysticisme dans l'islam. Et c'est vrai que j'ai trouvé des choses qui ont beaucoup de liens justement avec d'autres mystiques du monde et qui m'ont beaucoup parlé justement ce rapport à l'unicité, voilà, quand aujourd'hui on parle de l'islam dans la télé, à la télé française, on a une vision qui est méga Littéraliste. violente, Littéraliste. dramatique. Et c'est quand même malgré tout des choses que là j'ai trouvées assez belles et qui malgré tout déconstruisent une figure de Dieu telle que beaucoup peuvent s'approprier la figure de Dieu aujourd'hui dans un discours dogmatique. Et d'ailleurs, il y a un moment, alors, enfin pour moi le moment essentiel, je voudrais vraiment, j'ai beaucoup envie que vous nous en disiez davantage. Le moment évidemment fondamental dans le film, c'est lorsque, sur le triporteur de Fouad, en compagnie de ce garçon qui arrive de nulle part, dont on ne connaît pas le nom, et qui dit qu'il a 7 ans, alors qu'il doit en avoir, je sais pas, et qui est très étrange ici. Ça nous rappelle enfin beaucoup de choses, ça nous fait penser à plein de choses. Et à un moment donné, sur la route, ils voient tous sidérés d'une vapeur qui se dégage du lac, enfin il est question du lac, je ne sais pas quel lac il est question, peu importe, en tout cas il y a une espèce de nuage comme ça, avec teinté de bleu, et ils sont tous les trois sidérés, et elle a peur, alors que Fouad, justement, parce que c'est un personnage à mon avis absolument essentiel, qui est une espèce d'alter ego de son mari, il lui ressemble un peu d'ailleurs, etc., et qui dit, moi, si c'est le diable, je vais voir le diable un peu. Je voudrais voir le diable. Je vais à la rencontre du diable. Et elle l'accompagne à ce moment-là, à son corps défendant. Le jeune homme, il descend du triporteur, il s'éloigne. Elle le regarde, mais elle va rejoindre Fouad. Elle met sa main sur son épaule. Et à ce moment-là, quelque chose arrive dans le film. Parce qu'elle sort d'elle-même, enfin je ne sais pas, c'est comme s'il se dédouble, comme si son âme sortait d'elle-même. Et elle est transportée ailleurs, dans une espèce d'endroit qui n'est pas tout à fait une mosquée, mais qui serait, enfin, où les gens en tout cas sont en recueillement, ils lisent le Coran, etc., ils font des prières, où elle rencontre son mari, la tête baissée, elle le caresse légèrement, il ne lève pas la tête. Et là, dans son œil, il y a une larme qui descend de son œil, et puis, pof, on part vers une goutte qui tombe comme ça, comme dans l'eau, et qui ressort sous la forme d'une espèce d'être bizarre, humain, long comme ça, métallique, ou je sais pas, à la faveur d'un procédé numérique, digital, je veux dire, et puis pof, et ça monte dans le ciel, la caméra reculant, et puis ça devient presque une étoile, quoi. C'est une petite étoile. Donc, et ensuite, alors tout ça s'éloigne, comme dans Hitchcock, évidemment. Alors ça, on fait un œil, et puis on revient à son œil. Et je me dis, là, il y a quelque chose qui se passe et qui est important, à la fois au niveau économique, je veux dire même technique, hein, puisque de toute façon, je pense que c'est beaucoup de procédés. Et en même temps, au niveau précisément, parce que c'est à ce moment-là qu'elle vit quelque chose de très important et qui couronne cette rencontre qu'elle a avec ce gars qui n'est manifestement pas croyant. D'ailleurs, il y a une discussion très étrange. Il dit, ton Dieu, là, il est avec les riches, etc. Il donne de l'eau, c'est comme si on ajoutait de l'eau à la mer, etc. Avec de très beaux dialogues, d'ailleurs, très jolis. Et j'aimerais que vous nous en disiez davantage sur ce moment précis. Est-ce que j'aurais raison de dire c'est à ce moment-là qu'elle a vécu, en tout cas sur le mode imaginaire, une espèce de métamorphose ou pas? Bon, évidemment, c'est lié à l'enfantement, oui. Hein, c'est lié à la grossesse, on a bien compris ça. C'est pas ça, c'est... Oui. Non, tout à fait. C'est un moment où
où ils vivent tous les deux une expérience qui va leur changer leur rapport au monde. Euh, ils pensaient que chacun avait sa vérité sur quel était le monde dans lequel ils vivaient. Et je crois que cette expérience-là ne leur a pas donné la vérité, mais leur a montré en tout cas qu'il y a autre chose, quoi. Et alors, sur le plan technique, le procédé, comment vous avez procédé? Euh, Sur le plan, il y a eu beaucoup d'effets spéciaux et beaucoup de travail en amont parce que justement, c'était des idées qui étaient très abstraites. Il y avait l'idée comme ce que je disais, l'âme, le corps. Et donc, pour moi, c'était important d'avoir cette âme qu'on voit sortir du corps et d'avoir toutes ces images qui sont là un petit peu autour d'elle, comme des mondes parallèles ou des passés, présents, futurs, tout est mélangé à ce moment-là. C'est marrant parce que j'avais lu aussi, je me suis aussi inspirée du livre des morts tibétain qui parle justement du voyage de l'âme après la mort. Et je trouvais ça, en tout cas, j'avais envie que mon personnage, que son âme-là, à ce moment-là, soit un petit peu comme dirigé par le son ou par des visions et se retrouve propulsé un peu dans des autres endroits, par exemple dans ce salon-là, qui est en fait le salon qu'on retrouve plus tard dans le film, où ils sont en effet tous réunis à prier, et qu'on se retrouve là, et se retrouve dans cette réalité-là, avec son mari qui ne la voit pas, mais nous la voyons en fait. Et puis après, elle est propulsée dans une autre réalité où un mouton qui est du coup totalement humanisé, sans qu'on comprenne trop pourquoi. Et puis un autre monde qui est le monde au sens plus large, on est dans l'univers. Parce que je trouvais que c'était important dans des questions comme ça. Souvent, même dans le cinéma, on oublie en fait la magie, je trouve, et le miracle de notre existence sur Terre. Et moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, en tout cas, de replacer à chaque fois mes questions à un rapport plus large, parce qu'on vit une expérience quand même assez unique. On est dans un univers aujourd'hui qui est extrêmement vaste et mystérieux. Et donc, voilà, qu'elle soit propulsée aussi là-dedans, c'était important. Voilà, donc c'est une vraie expérience dans différentes réalités qu'elle a fait à ce moment-là. Tout à fait, oui. Mais ceci n'empêche pas du tout, alors c'est ça qui est étonnant et j'aimerais bien que vous nous éclairiez, n'empêche pas que, évidemment, parce que c'est peut-être les fausses pistes dont vous parlez tout à l'heure, de savoir qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Et quand même vers la fin, on a des éléments de réponse. Hein, quand on écoute bien la radio, ce qu'on raconte à la radio, puisque l'ONU, au niveau de l'ONU, il a été question de l'événement, on a compris que c'est un événement planétaire, qu'il y a des endroits du globe où c'est arrivé, enfin on dit quelque chose mais on ne sait pas trop, et même il a été même question d'êtres, ils ne sont pas encore arrivés, c'est-à-dire des extraterrestres, en fait, qui auraient envahi ou qui auraient été sur le point d'envahir. Et là, on est carrément dans le registre, j'allais dire presque classique, de l'invasion des extraterrestres, quoi. Oui, exactement, parce que j'avais quand même envie de m'amuser avec les codes du film de genre, malgré tout. C'était aussi le mariage entre films vraiment... moi, je voulais faire un film qui à la fois questionnait des choses assez abstraites, mais à la fois quand même, j'avais envie et j'espère être dans un film qui puisse être un petit peu divertissant, quoi. Donc, il y avait ce mélange-là à faire dans la narration. Peut-être une dernière question pour vous libérer ensuite sur précisément les animaux
Vas-y, Tom, vas-y, il y a une question. Non, moi j'ai juste une question. Oui. Le film est super. Moi j'ai vu le court-métrage avant et je me demandais est-ce que le film existait avant le court-métrage, que c'est le court-métrage qui a donné envie au film. Voilà, puisqu'on est sensiblement sur, on dirait un test dans Qu'importe si les bêtes meurent, et puis je sais pas comment La dire, continuité ou la réalisation, oui. après avec le long. Bah déjà, merci beaucoup d'avoir vu le cours aussi. Mais alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais ces questions, enfin, j'avais envie de travailler cette figure-là depuis assez longtemps, mais je pense que je m'y étais jamais autorisée à développer un long métrage avant. D'ailleurs, le titre Qu'importe si les bêtes meurent, à l'origine, je l'avais pour un long. Euh, et bon, je l'ai jamais vraiment développé parce que quand on a un univers comme ça, c'est vrai que bon, bah, les gens ils font pas trop confiance, donc il faut quand même faire un court-métrage avant. Et il se trouve comme le court-métrage a quand même bien marché, ça a vraiment permis de faire le long. Du coup, je dirais pas c'était un test parce que j'ai pas fait ce cours comme un test, mais en tout cas c'est sûr qu'il a permis en tout cas, euh, oui, sans le cours le long n'aurait jamais existé quoi. Ça c'est sûr. Mais bon, on va passer sur les... Parce que j'ai été très intéressé par la façon dont vous utilisez les animaux, comment ils se relaient l'un l'autre, notamment il y a un moment magnifique où le chien, qu'il est abandonné, il attrape l'oiseau, c'était quoi comme oiseau, je sais pas comme oiseau, en tout cas, et puis il le lâche, c'est comme s'il lui écrivait quelque chose, c'est comme s'il lui donnait quelque chose, c'est comme s'il il a avalé, enfin il est sorti pour... En tout cas, il devait continuer un message. Et puis ensuite, il y a eu le mouton dont elle disait, elle, que c'était un peu comme sa mère, etc. Ensuite, il y a eu deux à la fin, quand ils arrivent à Khoribga. De nouveau, l'oiseau qui arrive sur carrément son ventre. Et on a l'impression que ces animaux se relaient, quoi, et que ce message, il passe d'un animal à l'autre, avec toutes les espèces qui volent, les espèces... je sais pas, enfin, les fourmis, et tout. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, entre le chien et l'oiseau, qu'on revoit après plus tard à un moment donné, plusieurs fois, il y a un vrai... En fait, c'est la même personne, d'une certaine façon, c'est la même âme, quoi. âme. Du coup, c'est sûr. Alors, le mouton, c'est différent parce que c'est une vision, enfin, c'est un monde parallèle qu'elle vient visiter. Mais ça va dans. C'était un personnage que j'ai construit qui est ce chien-là, avec lequel elle a passé du temps à Émile Schill, puis qui continue, qu'il a su parce qu'en fait, le triporteur s'en va, le chien ne peut pas courir aussi vite que le triporteur. Donc, il y a l'idée aussi de continuité avec cet oiseau qui cherche à la protéger, qui est là, qui l'accompagne. Et jusqu'au bout. C'est quelque chose qui peut paraître extrêmement effrayant, cet oiseau qui toque à la vitre à la fin, mais à la fois, moi j'avais envie de le travailler comme quelque chose qui pouvait paraître effrayant, mais qui est à la fois qui est là comme une force rassurante. Oui, tout à fait. Hein? Oui, je vous en prie. J'avais une question sur l'origine sociale de la jeune femme qui apparemment est déclassée, enfin, tout d'un coup peut parler berbère avec Fouad. Et est-ce que c'est parce qu'elle est très jolie qu'elle arrive à rencontrer d'autres classes sociales, enfin, est-ce que c'est réel ou complètement... Qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à... Bah après, les mariages entre plus de gens de classes sociales différentes, ça a toujours existé, hein, et ça existe enfin, malgré tout. Je me suis pas dit c'est parce qu'elle est jolie qu'elle a accès à ça, parce que je crois que ça reste une relation d'amour qui est quand même malgré tout sincère. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a des origines berbères. Elle n'est pas dans ce milieu-là bourgeois, arabe. Donc pour moi, elle est cet entre-deux. Et puis finalement, en fait, quand elle est dans ce village-là, elle est la bourgeoise des autres. Donc il y a aussi l'idée aussi de se dire que souvent on a un discours parfois, bah voilà,
ça c'est le méchant bourgeois, puis ça c'est le. En fait, on est Manichéen. toujours un peu le con de quelqu'un. Donc, il y a toujours finalement quelqu'un qui se prend au-dessus. Plus bourgeois que l'autre. Voilà, et puis il y a ce rapport, souvent, j'ai remarqué, de domination malgré tout sociale en fait. Donc même si elle se fait dominer socialement par la belle-mère, par la famille, on sent cet écrasement-là, bon ben elle, dans un autre endroit, elle va être un peu voilà, arrogante, elle va récupérer les codes de la bourgeoisie pour elle, à son tour, asseoir une forme de domination. Et puis finalement, c'est comme ça. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours remarqué en fait, que malgré tout, on récupère des codes pour asseoir une domination. Et donc, c'était ça aussi. Une dernière Parce qu'elle est- question. Est-ce que vous avez vu Indivision, le film de Leila Kilani? Non, malheureusement, j'aimerais beaucoup le voir, ouais. Oui, parce que c'est étonnant. Là, nous avons quand même un certain nombre de films marocains, de femmes notamment. Et bon, hier, j'utilisais une expression comme ça, où l'hybridité est très très forte, c'est-à-dire linguistique, comme dans ce film. On parle français, on parle arabe, on parle etc. Chez Leila Kilani, espagnol aussi. Bon, là, on est un peu plus au sud. Enfin, plus au sud, on n'est pas à Tanger. Et c'est très étonnant. Et puis même dans le film de Leila Kilani, il s'agit d'une maison aussi. Enfin, ça se passe dans une grande maison. C'est un domaine, etc., familial. Et donc, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez aucune idée de ça. Oh non, mais je pense que je vais le voir à Marrakech parce qu'il est au Festival de Marrakech en décembre. Parce que moi, j'habite au Maroc, j'irai le voir là-bas. Et Non, vous, non, il est pas est-ce que encore vous sorti. avez vu des films de Farid Abdelaziz? Oui, oui, bon, alors j'ai pas tout vu parce qu'elle a une filmographie très prolifique, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ses premiers films. D'accord, très bien. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y a une question, monsieur, oui, je vous en prie. Donc le berger semble être un être à la fois pur et incroyant au sens dogmatique. Alors ma question c'est, peut-on être pur et laïque sans être ostracisé dans une société qui est quand même assez formatée? Et la deuxième question c'est... Marocaine en l'occurrence. Marocaine en l'occurrence. Et la deuxième question c'est le rôle exact du gamin. Alors, Quelle est excusez-moi, la- ça a coupé, j'ai pas ça a coupé, j'ai pas entendu la question. Le berger, il est quoi, vous dites? Je dis qu'il est pur et incroyant, au sens dogmatique. Et est-ce que ça, justement, est-ce que quand on est pur et incroyant comme ça, est-ce qu'on n'est pas un peu ostracisé dans une société qui est quand même assez formatée? Et le rôle aussi du gamin, j'ai pas très bien compris le rôle exact du gamin. Le gamin. Le gamin, oui, le troisième qui se joint à. Oui. Oui. Le gamin, nature, en fait, il est possédé par une énergie Pasolinienne. extraterrestre, en fait. Oui, c'est un être étrange voilà, c'est ça, qui est là, mais il est réel, mais à la fois il est un peu irréel, quoi. Ouais. Donc, tu vois, ça c'était, voilà, il dit qu'il a 7 ans, enfin tout de suite on sent qu'il est à part. C'est un être étrange. Par rapport à Fouad le berger, bon, qui n'est pas berger, cela dit, il a une auberge. Oui. Il devient à la fin. Euh, euh, il se trouve que moi, je sais pas. J'ai habité en France 10 ans, donc du coup, le côté la laïcité, c'est quelque chose d'extrêmement français. Euh, donc je sais ce que c'est que la laïcité en France, mais est-ce que ça veut dire athée, ce que vous voulez dire? Parce que la laïcité, ces pays-là ne sont pas laïcs puisqu'ils sont religieux. Et puis même, bon, l'Angleterre n'est pas laïque non plus. Mais je... du coup, forcément, la laïcité, elle a pas vraiment sa place dans ces pays-là. Mais je crois que moi, ce qui me questionne, c'est notre propre... euh, peut-être c'est dans ces sociétés-là, en fait, où il y a un rapport très dogmatique, du coup, où la religion est présente, mais à la fois, elle est totalement absente, puisqu'en fait, il n'y a pas de sens derrière les choses qui sont parfois
obligatoire, donc faire Ramadan, le mois de Ramadan, etc. Après, les gens, je pense que dans ces sociétés-là, et puis même dans le monde entier, en fait, ne sont pas ostracisés, parce qu'en fait, on est quand même dans des sociétés où il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors des lois, en fait, en dehors du regard des gens. C'est pas Donc, institutionnel. oui, et je Oui, pense oui. qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on l'imagine. Moi, quand j'ai commencé à faire Animalia ou même à travailler, il y a beaucoup plus de gens qu'on imagine au Maroc qui ne croient pas en Dieu. Et qui, voilà, enfin bon, en effet, ils vont pas manger dans la rue pendant Ramadan, mais ils vont manger chez eux. C'est comme ça, quoi. Donc il y a aussi un respect, il y a aussi un respect d'un État qui est un État religieux. Bah, très bien, merci beaucoup Sophia Alaoui d'avoir été avec nous, d'avoir passé du temps. On sait que vous êtes occupée. Merci pour ce très très beau film et puis on vous souhaite beaucoup de chance pour la suite. Bah, merci à vous, merci d'avoir projeté le film, merci pour ces questions. Et puis si y en a encore, c'est vrai que c'est un film qui a... voilà, moi je questionne beaucoup les rigidités de pensée dans lesquelles on est enfermé. Et c'est vrai que c'est un film qui pose beaucoup de questions, mais à la fois c'est bien qu'il en pose, je crois. Moi j'ai toujours dit que j'étais personne pour donner des réponses, donner une vérité. Je sais même pas ce que ça veut dire, moi, la vérité. Donc du coup, au contraire, je pense que c'est bien que si le film voilà, s'il y a des choses qui sont pas super claires, qui continuent de faire écho en vous, d'une certaine manière. C'est le cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.